Bien, travaillez bien. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Donc, chers tous, on va continuer avec la dernière présentation de la journée pour clore un peu tous les différents aspects de la chirurgie de l'infertilité. Du coup, je crois que l'hystéroscopie, c'est vraiment voilà, une ouverture vers l'intérieur de l'utérus avec la possibilité de regarder à l'intérieur. Donc, c'est un examen incontournable de l'exploration de l'infertilité. Et on a demandé et confié la lourde tâche de vous parler de toutes les anomalies endocavitaires dans un contexte d'hystéroscopie à Philippe Landowski, qui est gynécologue obstétricien, qui est le papa d'un site qui s'appelle Hystéroscopie.org. hystéroscopie.org, qui est animé avec régulièrement des textes très intéressants sur le rôle fondamental de l'hystéroscopie de la fertilité, et qui travaille à la clinique du Parc Monceau, où anime également un excellent centre d'hystéroscopie avec un grand volume d'hystéroscopie diagnostique et également opératoire. Donc il a toute la légitimité scientifique et pratique pour vous exposer toutes les pathologies qui existent et vous donner les points les plus importants du traitement. Merci beaucoup. Merci Pietro. Alors, je vous parlais... Il marche le micro? Il sert à quelque chose? Pardon. J'ai pas besoin? On n'a pas besoin. Je te l'ai donné. Moi, c'était un piège. C'est un piège. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes les pathologies. Vous avez parlé du fibrome avec Fernandez tout à l'heure. Juste une question. Tout à l'heure, vous avez parlé du mur de sécurité. Je rejoins parce qu'en fait, en pratique, je complète ce qu'il vous a dit. Quand vous enlevez un fibrome de type 2 ou de type 3, au fur et à mesure où vous l'enlevez, l'utérus se contracte et donc le fibrome s'énuclée. Donc en fait, pour moi, le mur de sécurité, c'est un faux problème. À partir du moment où vous mettez votre anse sous contrôle de la vue et vous la ramenez, et sachant que l'utérus se contracte, vous ne risquez pas de perforation. Donc voilà, c'est juste un petit aparté pour vous dire que le mur de sécurité, il faut vraiment le relativiser. Ça intéresse beaucoup les radiologues, mais en pratique pas beaucoup les chirurgiens gynécologues, il me semble. Alors, on va faire des sujets qui ne sont pas forcément très amusants. On va commencer par l'endométrite. Je suis désolé, mais l'endométrite à 18h le soir, c'est pas très sexy. L'endométrite, il n'y a pas de définition universelle, et en pratique, c'est une définition qui est purement histologique. C'est la présence de plasmocytes dans le stroma endométrial. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'endomètre était un tissu qui était très isolé du système immunitaire. Donc pendant un certain temps, le diagnostic d'endométrite était posé par les histologistes par la coloration hématocycline et éosine. Et en fait, c'était d'un diagnostic qui était assez médiocre en termes de sensibilité et de spécificité. Et est arrivé ce qu'on appelle le CD138. Vous avez dû voir ça un peu partout. Je suis sûr que vous savez parfaitement ce que c'est que le CD138. Je vais quand même vous le rappeler. Le CD138, c'est une protéoglycane qui est un marqueur spécifique des plasmocytes. Et donc, ça a comme intérêt, c'est qu'avec avec ce marqueur, le médecin anatomopathologiste a un travail qui est bien plus facile. C'est qu'à partir du moment où les plasmocytes sont bien visibles et sont supérieurs à 5 par champ, on peut définir alors l'existence d'une endométrite. C'est très sensible, très peu de faux positifs, et c'est un diagnostic qui est indépendant de la qualité de l'anapathe. Voilà. Donc, pour pouvoir rechercher CD138, il suffit de faire une biopsie endométriale, toute simple, comme d'habitude, et spécifier dessus recherche de CD138. C'est pas le bout du monde. Alors, ceci dit, le diagnostic de l'endométrite, c'est d'abord un diagnostic d'observation, avant tout. C'est un diagnostic d'hystéroscopie, extrêmement sensible, très spécifique. Les hystéroscopies en milieu liquide donnent de meilleurs résultats que les hystéroscopies au gaz. Et en fait, on a donc une épirémie focale, un aspect en fraise. Vous verrez au fur et à mesure des diapos plusieurs images. Et bien entendu, les fameux micropolypes. Un diagnostic d'endométrite à l'hystéroscopie, lorsqu'il est fait, la biopsie est inutile. Vous n'allez pas, voilà, soyez convaincu de votre vision
d'hystéroscopiste. La biopsie endométriale avec la recherche du CD138 est nécessaire, est intéressante si votre hystéroscopie vous semble normale et s'il y a des antécédents spécifiques, notamment d'altération de l'implantation ou de fausse couche à répétition. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de l'endométrite chronique? Parce que l'endométrite chronique, finalement, est une pathologie qui va altérer la contractilité utérine, qui va altérer la production des cytokines de l'endomètre, qui va altérer la sécrétion des facteurs paracrines qui réduisent la réceptivité des embryons, etc. Donc il y a un vrai intérêt. Le deuxième point, c'est que il faut éviter de faire cette biopsie en seconde partie de cycle. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux positifs. Donc comme de toute façon l'hystérodiag, il faut la faire entre J6 et J14 pour avoir une idée de l'implantation. C'est à ce moment-là aussi qu'il faut faire la biopsie. Le contexte clinique, c'est qu'une endométrite chronique peut avoir une symptomatologie. Symptomatologie à type de spotting, de leucorrhée, de douleurs pelviennes variables, mal systématisées, suspubiennes, parfois de dyspareunie, et bien entendu le contexte d'hydrosalpinx ou de contraception par stérilet dans les antécédents sont des facteurs favorisants. Il y a des pathologies associées, notamment l'endométriose. Les germes, vous voyez que là, il y a un certain polymorphisme des germes, de très nombreux germes ont été retrouvés. Et finalement, l'endométrite chronique, en fait, ce n'est pas simplement une infection microbienne locale, mais c'est aussi finalement un état inflammatoire de l'endomètre qui est basé sur une étiologie, une pathogénèse plus compliquée. Il y a une implication hormonale, infectieuse, fibrotique et auto-immune. Voilà, donc l'endométrite, ce n'est pas que les germes, c'est vraiment une altération globale de la qualité d'implantation de l'endomètre. La prévalence de l'endométrite varie, 9 à 76% chez les femmes qui présentent des fausses couches à répétition, 14 à 60% chez les femmes qui sont en échec d'implantation. Et on la retrouve chez 3 à 56% des femmes infertiles. Donc vous voyez que c'est quelque chose de vraiment fréquent et qu'il faut savoir reconnaître. Et encore une fois, avant tout, vous avez les images que vous voyez au fur et à mesure. Il faut vraiment rechercher ce qui est très très spécifique, ces micropolypes à l'hystéroscopie diagnostique. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi remarqué qu'il y avait des endométrites qui disparaissaient spontanément. Effectivement, la désidualisation de l'endomètre fait aussi partie du traitement. Encore d'autres images. On s'est aussi rendu compte que le traitement de l'endométrite permettait d'améliorer le taux d'implantation, les taux de grossesse et finalement les cycles de FIV. Voilà. Donc, rechercher l'endométrite et la traiter, c'est essentiel. Il y a un mythe qui tombe. Tout à l'heure, Hervé Fernandez vous a parlé des mythes qui tombaient, comme le stérilet pour traiter les synéchies. La cavité utérine, finalement, elle n'est pas stérile. Elle est naturellement, fondamentalement pas stérile. Le bouchon muqueux bloque de manière incomplète l'ascension bactérienne. Il y a aussi une colonisation bactérienne intra-utérine qui se produit dans des conditions physiologiques. Il y a des micro-organismes vaginaux qui ont été retrouvés dans la cavité endométriale de femmes asymptomatiques. Et il y a des micro-organismes péritonéaux provenant du tractus digestif qui sont retrouvés dans l'utérus également. Donc finalement, l'endométrite chronique, c'est avant tout une interaction entre des micro-organismes et l'immunité endométriale, sachant que l'endomètre est en dehors presque du système immunitaire, plutôt que la simple infection de l'endomètre. Voilà, donc on en revient toujours à la prise en charge globale d'une patiente. C'est que l'endométrite, on peut la retrouver, mais il faut vraiment regarder ce qui se passe à côté, étudier les trompes et écouter et rechercher les antécédents divers et variés de la patiente. L'endométrite chronique, une revue de la littérature qui date de 2022, début 2022, vous montre que 92% en général des endométrites sont traités par une première ligne d'antibiotiques et 99% selon certaines études après une deuxième ligne d'antibiotiques.
Je vous montrerai quelques ordonnances un petit peu plus tard, mais vous voyez que la littérature retrouve un certain nombre d'associations d'antibiothérapie euh, qui sont toutes efficaces. Il y a un taux de guérison spontanée qui est de l'ordre de 10 à 12%. Voilà. Donc je vous ai mis ici trois ordonnances. Alors je ne sais pas si c'est assez gros, mais on ne peut pas le grossir. Puis moi, j'y vois plus grand-chose là. Donc trois ordonnances que j'ai faites en Joly, que j'ai faites en pratique. C'est Madame Cocotte Joly, je vous ai mis là. Il y a Oflocet, Flagyl, Lomexin et puis un trophique vaginal. Augmentin, ciprofloxacine, Lomexin et doxycycline, Lomexin. Bon, ce sont mes trois ordonnances que je fais. J'utilise la 1, puis la 2, puis la 3, selon le terrain des patientes, les allergies, et on a là une efficacité que je trouve assez, assez réelle. Des questions peut-être sur l'endométrite avant de passer au synéchie. Prescrire justement le traitement par défaut pour une dame qui a des fausses couches à répétition, à défaut de faire une hystéroscopie diag. Alors c'est une vraie question, et c'est une bonne question. Si on a accès facilement à l'hystéroscopie diagnostique, je pense qu'il faut poser un diagnostic, avant tout. Si on n'a pas accès à l'hystérodiag, parce qu'il y a plein d'endroits où c'est compliqué de faire des hystéroscopies diagnostiques, l'idée, alors moi je ne suis pas un universitaire, hein, loin de là, je suis un pragmatique, l'idée chez les femmes qui font des fausses couches à répétition, pour lequel on se pose la question d'une endométrite, leur proposer une cure d'antibiotiques ne me choque pas. Ne me choque pas. Si on n'a pas accès à l'hystéroscopie diagnostique, oui. Alors, comment évaluer l'efficacité d'un traitement? Euh, le meilleur moyen, c'est l'hystéroscopie diagnostique. Simplement, l'hystéroscopie diagnostique, ça reste malgré tout un geste invasif. On a beau le faire comme il faut, on passe à travers le vagin, le col, l'orifice externe, le canal. Autrement dit, on n'est jamais à l'abri, mine de rien, de refaire remonter des germes. Donc moi, j'y vais aussi un petit peu à l'expérience, c'est que l'endométrite modérée, avec peu d'antécédents, j'ai tendance à ne pas contrôler. L'endométrite sévère, très inflammatoire, des micropolypes partout, en échec d'implantation, je contrôle. Et la durée du traitement? 15 jours, c'est écrit partout 15 jours. Tout le monde est... Non, ouais. Lomexin. Pourquoi le Lomexin? C'est qu'en fait, j'ai discuté pas mal avec des gynéco-médicales et qui font du suivi gynéco de façon assez régulière et qui m'ont toutes dit tes antibiotiques c'est bien, mais à un moment donné tu désorganises un petit peu la flore vaginale et fais attention au vagin s'il te plaît. Donc d'où le Lomexin et d'où le Gynophilus de mémoire. Voilà. Donc l'idée c'était bien de penser au vagin, mais encore une fois toujours avoir une vision globale de la patiente. On traite des antibiotiques 15 jours et c'est pas anodin sur la flore vaginale. C'était ça l'idée. Synéchie? Alors, la synéchie, le médecin gynécologue obstétricien qui opère dans une cavité utérine ou qui est amené à faire des aspirations pour des grossesses arrêtées, par définition, aura des rétentions, par définition, aura des synéchies. Hein, il n'y a que ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, soit ils opèrent pas, soit sont des menteurs. Donc on a tous des rétentions, comme on a tous eu des perforations, comme on a tous eu des synéchies. Autrement dit, il faut les rechercher, il faut être attentif. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait une aspiration pour grossesse arrêtée, on doit dire aux patientes, on doit prendre le temps de leur dire rapidement qu'il y a deux complications possibles, schématiquement, la rétention, la synéchie.
Et entre les deux, il faut mieux une petite rétention qu'une mauvaise synéchie. Hein. Donc l'endomètre, dans certaines situations, c'est assez fragile. Et donc, pensez aux synéchies. Vous faites des hystéroscopies opératoires, vous faites des aspirations. Dites-vous, vous n'êtes pas à l'abri, même si vous êtes très très bon, d'avoir une synéchie ou d'avoir une rétention. Vraiment. Donc le plus important, c'est d'y penser et de ne pas laisser une patiente qui a fait une IVG, qui a fait une fausse couche, qui a eu une hystéroscopie opératoire, ne pas se dire elle a des règles un peu moins importantes, elle a des petites douleurs bizarres, je laisse passer, c'est pas grave. Non, vous recherchez la synéchie. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça nous arrive à nous. Donc voilà quelques petites images à droite. Donc la synéchie complète sur l'image que vous reconnaissez bien, une synéchie transversale en hystéroscopie, puis une petite synéchie fondique cornuale gauche sur le cliché d'hystérographie. Voilà. Donc aujourd'hui elles sont gradées, grade 1 à 5. La synéchie levée facilement à l'hystéroscopie, bon, ça c'est assez simple. Et puis après, les synéchies de grade 2, 3, 4 qu'on est amené à opérer de façon régulière. Et enfin, les synéchies de grade 5, bien entendu, qui sont dramatiques. Alors, je vous conseille le site de la BMP, où il y a une très belle brochure que j'ai d'ailleurs réalisée avec Hervé Fernandez. Et puis, il y a des vidéos assez pédagogiques, notamment pour les patientes, mais aussi peut-être pour nous tous, sur les synéchies. Alors, la synéchie, c'est un impact sur la fécondité. Il y a un défaut d'implantation de l'œuf, il y a une altération de migration des spermatozoïdes, une altération de la vascularisation endométriale, une réduction de la taille et de l'expansion de la cavité utérine. Vous avez encore des images à droite et à gauche de ces synéchies. Le diagnostic, bien entendu, c'est l'aménorrhée lorsque la synéchie est soit complète, soit cervico-isthmique. Et bien entendu, l'infécondité, les fausses couches à répétition, l'oligoménorrhée. L'imagerie, bien entendu, l'hystéroscopie diagnostique, mais assez souvent, l'hystéroscopie arrive après l'hystérographie, assez souvent en pratique, en tout cas dans les bilans. Donc ça devient assez facile à poser comme diagnostic lorsqu'on a une hystérographie auparavant. En revanche, bien entendu, il faut avoir en tête que cette synéchie peut se produire après des gestes simples. Un accouchement compliqué, un accouchement, révision utérine, délivrance artificielle. Est-ce qu'il faut proposer une hystéroscopie après la visite postnatale? Je ne sais pas s'il faut la proposer, en tout cas, il faut l'avoir dans un petit coin de sa tête. Surtout s'il y a encore des grossesses fouettées, surtout si c'est une patiente qui est prise en charge en AMP. Il faut y penser. Au même titre, bien entendu, que les myomectomies avec couverture de la cavité utérine, qu'elles soient faites par cellio ou par laparotomie, les curetages pour rétention. Alors j'ai mis curtage, en fait c'est un mot que je déteste, je voudrais que je l'enlève. C'est un mot qui est interdit, le curtage, aujourd'hui. Je crois que ça n'existe plus, le mot de curtage. J'aurais dû l'enlever, en tout cas ça me permet d'y penser. On fait plus de curtage, on fait une aspiration pour grossesse arrêtée, et bien entendu, on ne met pas une curette derrière, c'est fini ça. On fait l'aspiration et juste l'aspiration la plus douce possible. Donc éventuellement le curtage chez les femmes ménopausées qui saignotent, mais en fait on fait une hystéroscopie. Donc c'est un mot qui doit sortir complètement du vocabulaire de la gynécologie. Ce qui est sûr, c'est que un geste intracavitaire qui se complique d'une fièvre immédiate après un accouchement, pyométrie, après une hystéroscopie opératoire, vraiment, on est dans le cadre d'un risque de synéchie compliqué. Hein. La fièvre est un facteur d'amplification de gravité de la synéchie. Voilà. L'hystérosono, moi je pense que quand on a une hystérographie, souvent une hystéroscopie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Ce qui est important en fait, on va parler du traitement après, c'est que à partir du moment où on a les repères des cornes et des ostiums, le traitement hystéroscopique il est facile. Parce que vous avez le cadre. Ce qui est compliqué, c'est que quand on ne voit pas l'un ou les deux ostiums, à ce moment-là, c'est plus compliqué. On en reparlera. Donc l'intérêt de l'hystérographie, c'est pas forcément de vous montrer la synéchie, même si c'est une image qui est toujours, on va dire, qui flatte votre ego du diagnostic. Mais en pratique, l'intérêt de l'hystérographie, c'est de voir dans les synéchies complexes si vous avez une trompe qui est visible ou pas. Et si vous avez une trompe, vous avez un repère. Et vous savez jusqu'où vous pouvez aller, ou en tout cas la profondeur à ne pas dépasser. Pourquoi
que ce qu'il faut éviter, je vais un petit peu vite, mais ce qu'il faut éviter, c'est la perforation, en fait. À partir du moment où vous perforez, globalement, vous arrêtez l'intervention. À partir du moment où vous perforez, vous avez créé une zone de fragilité qui va mettre 2 mois, peut-être un peu plus, à se resolidifier. Donc en fait, moi ce que je pense, c'est que la seule perforation à laquelle vous avez droit quand vous opérez, c'est la perforation en dilatant parce que vous êtes planté sur un utérus très rétroversé et très antéversé. C'est la seule qui pour moi est tolérable. En revanche, la perforation quand on opère un fibrome, on met son anse sous contrôle de la vue, il n'y a aucune raison de perforer, même quand les fibromes sont fondiques, on a un geste latéral. Les cloisons utérines, vous arrêtez au plan des ostiums, il n'y a aucune raison de perforer. Les synéchies, à partir du moment où vous avez les ostiums qui sont visibles, il n'y a aucune raison de perforer. Donc finalement, là où c'est compliqué, c'est quand vous avez une cavité qui est fibreuse, il n'y a pas de corne, pas d'ostium, une cavité qui n'existe plus. Là, effectivement, il y a un risque de perforation. Il faut savoir tenter d'arriver à opérer en plusieurs temps plutôt que de vouloir absolument récupérer une cavité parfaite en un seul temps lorsque la synéchie est extrêmement complexe. Vous gagnerez plus de temps à l'opérer en 2 fois à un mois d'intervalle, car perforer, là vous prenez, d'abord il y a une perte de confiance, malheureusement, même si ce n'est pas une réalité, si ce n'est pas normal, mais il ne faut pas hésiter à opérer en 2 temps. C'est vrai pour les fibromes compliqués et c'est vrai aussi pour les synéchies. Voilà. Alors comment ça s'opère une synéchie? Eh ben, ça s'opère donc par hystéroscopie. Il y a 2 moyens. Il y a les hystéroscopes de très petit diamètre, les Bettoki, vous pouvez utiliser les ciseaux. Et finalement, opérer sans énergie avec les ciseaux froids en hystéroscopie opératoire, je vous montrerai des films tout à l'heure, eh bien, on a des résultats qui sont formidables et on n'a aucune agression de la cavité utérine. Sinon, bien entendu, avec la pointe bipolaire, et progressivement, vous récupérez une belle cavité. Idéalement, en première partie de cycle, avant tout parce que vous n'avez pas l'endomètre qui est éventuellement à pousser qui vous gêne. Voilà. Estrogénie post-opératoire, antibioprophylaxie, pourquoi pas, mais ce n'est pas démontré. Et bien entendu, un contrôle post-op. Et le secret de la synéchie, c'est de ne pas lâcher sa patiente tant qu'on n'a pas récupéré une cavité. En fait, elle est prioritaire. Vous l'opérez, il faut une hystérodiag 5, 6 semaines après. Ben, s'il n'y a pas de place, vous lui trouvez une place. Parce que si vous faites l'hystérodiag 3 mois après, ça a le temps de recoller. Et puis, quand vous avez fait cette hystérodiag, s'il faut la réopérer, ben, il faut la réopérer la semaine d'après. Parce que c'est à ce moment-là, on ne lâche pas cette cavité utérine. Elle passe devant les autres, cette patiente. Elle passe devant les autres d'abord parce que c'est nécessaire. Il faut être actif sur la synéchie. Et le deuxième point, je vous rappelle qu'on traite une complication médicale. Hein, c'est pas le fibrome, pas de bol, elle a un fibrome. La synéchie, vous traitez une complication, votre complication ou celle d'un collègue. Donc par définition, elle doit passer avant. Elle doit avoir un sentiment de priorité, ça me paraît nécessaire. Donc l'acte chirurgical, il est parfois complexe, parfois dans un tiers des cas, en plusieurs temps opératoires. Et donc éviter les surcomplications, on parlait des perforations. Voilà. Je continue. On peut donner donc de l'estrogénothérapie. Alors le stérilet, effectivement, c'est pas très utile. J'ai envie de dire le seul pour lequel, quand on n'a pas d'hystéroscopie, le seul intérêt du stérilet, c'est les synéchies cervico-ismiques. L'intérêt, c'est que vous retirez sur un stérilet un mois après et finalement vous réeffondrez la région cervico-ismique qui était altérée. C'est le seul intérêt. Voilà. Après, le hyalobarrière, pourquoi pas? J'y crois pas beaucoup, le hyalobarrière. Je suis vraiment moi, un fervent défenseur de l'examen diagnostique par une hystéroscopie un mois plus tard. Le hyalobarrière, je trouve que vous le mettez, vous êtes dans l'utérus, ça dégouline à l'extérieur. Je ne suis pas convaincu que ce soit formidable, d'expérience. Après, dans les synéchies complexes, celles, vous n'avez pas récupéré une cavité, vous avez vu un ostium, ça fait la 2e fois que vous l'opérez, voire la 3e, c'est un vrai parcours du combattant. L'idée, c'est de créer une barrière dans la cavité utérine pour pas qu'elle se recolle. Donc là, il y a plusieurs astuces.
La sonde de Foley, une sonde urinaire que vous mettez dans la cavité utérine, que vous laissez gonfler pendant quelques jours. L'intérêt, au moins dans l'utérus, vous avez quelque chose qui l'empêche de se refermer. Et puis une lame de Delbed, une lame de drainage que vous découpez un petit peu en pâte de canard et que vous allez mettre dans l'utérus, que vous accrochez par un petit point sur le col et que vous enlevez. En général, c'est pas très bien toléré au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. L'intérêt, encore une fois, c'est de créer une barrière dans l'utérus mécanique pour pas que ça recolle. Et bien entendu, des doses d'œstrogène, de Provamès, autant que vous pouvez le faire. Voilà. Ça me paraît est efficace et c'est compliqué. La synéchie complexe, il faut vraiment dire aux patients dès le début, ça va être compliqué, c'est pas gagné, il va y avoir plusieurs interventions et c'est pas sûr qu'on y arrive à la fin. Voilà. Il faut avoir ce discours très clair au départ pour les patients pour pas avoir l'impression qu'on les mène en bateau et qu'on découvre la synéchie complexe au fur et à mesure. Voilà, le contrôle post-op, on en a parlé, je pense qu'il faut qu'il soit systématique. Bien entendu, rechercher évidemment les endométrites concomitantes. Voilà, tout ceci, je vous en ai parlé. Et donc, allez voir Action Synéchie, il y a quelques vidéos qui sont plutôt pas trop mal en termes de pédagogie. Les polypes, c'est pas passionnant. Donc, on peut, comme vu l'heure, on va peut-être passer rapidement là-dessus, parce que en fait, les polypes, bon, c'est des polypes, il faut les enlever. On est un petit peu dans la chirurgie gynécologique de base. Stérilet, on va passer. Et je voulais voilà, arriver sur l'ismocèle et sur l'adénomiose. Alors, l'ismocèle. En fait, toutes celles qui ont une césarienne ont une cicatrice. Donc, elles ont quelque part, visible ou pas, en général, un petit ismocèle. La problématique de l'ismocèle, c'est est-ce que l'ismocèle est symptomatique ou non? C'est ça qui nous importe. Et un ismocèle symptomatique, c'est un ismocèle qui va saigner, qui va avoir des saignements qui vont traîner entre les règles, du sang qui s'extériorise et du sang qui va remonter dans la cavité utérine et qui va donc altérer de façon notoire les qualités d'implantation. Donc, il faut rechercher l'ismocèle et finalement, non pas forcément de façon systématique. Une femme qui s'en plaint pas, on n'a pas de raison de la rechercher. Elle a une césarienne, il n'y a pas de saignements anormaux, on n'est pas obligé. Donc, il faut vraiment y penser lorsqu'il y a une symptomatologie. Donc, encore une fois, interroger les patientes. C'est vrai pour l'endométrite, c'est vrai pour les synéchies, c'est aussi vrai pour un ismocèle symptomatique. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une patiente, là, il y a un mois, qui avait une césarienne, qui était prise en charge par des collègues pour des FIV à répétition. Et puis elle vient me voir par l'association, et je l'interroge, et elle a des spottings depuis sa césarienne 5 ans auparavant. 5 ans. Elle a vu des FIV, quoi, 3 FIV derrière. Ben, je lui fais une hystéroscopie, je lui fais faire une écho, une hystéroscopie, ismocèle, parfaitement symptomatique. Voilà. Donc, juste vous dire qu'il faut vraiment interroger les patientes et pas enquiller les FIV sans trop réfléchir. Voilà, les facteurs de risque, bien entendu, le nombre de césariennes, les utérus rétroversés, césariennes en fin de travail. Je continue, l'iconographie est importante. Vous avez tout en bas en hystéroscopie une cicatrice de césarienne toute simple, toute belle. Hein. On la voit là. Ici, vous avez la cicatrice de césarienne. Voilà, ça c'est une cicatrice toute simple, toute normale. Vous la voyez là aussi. Et là, vous avez un ismocèle vu à l'échographie, vu à l'hystérographie, vu ici en échographie. Voilà. Les ismocèles, en fait, c'est super compliqué en hystéroscopie parce que c'est très très antérieur. Donc en fait, souvent, votre optique, il est quasiment comme ça leur fait mal. On voit en fait, quand on commence l'hystéroscopie, en général, on tombe dedans, on fait mal, ça saigne, on n'y voit pas grand-chose, on recule un tout petit peu, on essaie de mieux la voir, et puis finalement, on est extrêmement vertical. Donc le diagnostic, en fait, il est difficile en hystéroscopie diagnostique. C'est beaucoup un diagnostic d'interrogatoire et finalement de sang un petit peu visqueux. C'est comme du sang d'endométriome de temps en temps, comme du liquide d'endométriome.
un peu chocolat, un petit peu épais. Et bien là, c'est un peu la même chose. Vous avez un liquide un petit peu épais qui s'évacue de la cicatrice et qui vous empêche de bien la voir. Et ce liquide, il va dans la cavité. Et quand vous ressortez de votre hystéroscopie diagnostique, souvent avec le sérum Phi, vous avez un petit peu de vieux sang noir, un petit peu visqueux qui coule en même temps. Et c'est ça qui vous permet de poser globalement le diagnostic d'un isthmocèle symptomatique. Voilà. Donc le traitement, c'est d'abord un traitement hystéroscopique, d'aller éliminer ce tissu congestif, fibreux, endométrial, et qui produit du sang. On va enchaîner maintenant sur... et donc le traitement en hystéroscopie opératoire de l'isthmocèle symptomatique, l'objectif, c'est que ça s'arrête de saigner. Pour moi, l'objectif, c'est pas de croire qu'on va solidifier la cicatrice utérine. C'est pas ça qui me paraît être le plus important. Je crois qu'une patiente qui est en infécondité, parce que c'est ça en pratique, qui a déjà eu une césarienne, le cadet de ses soucis, c'est savoir si elle va coucher par césarienne ou si on va autoriser une voix basse. Donc une cicatrice de césarienne, un isthmocèle très très fin, globalement, mais Pietro me confortera, j'espère, c'est que la rupture utérine pendant la grossesse, c'est l'exception de l'exception de l'exception. Voilà. La rupture utérine, c'est pendant le travail. Donc une femme, on a tous fait des césariennes itératives, chez les patientes qui allaient très très bien, on incise et on trouve un segment inférieur, parfois rompu avec une pogéso-bombante. Chez des patientes qui se plaignaient de rien du tout. Ben, c'était des patientes qui avaient un isthmocèle, voilà. Elles n'étaient pas en travail. Donc il faut arrêter de craindre la solidité utérine quand on a un isthmocèle. Ce n'est pas la problématique pour moi. La problématique, c'est de récupérer une cavité utérine propre à l'implantation. Et cette femme, elle aura une césarienne. Il ne faut pas l'embêter avec la solidité. Donc je pense que le traitement, c'est d'abord un traitement par voie hystéroscopique. Aller détruire tous ces îlots endométriaux qui la font saigner et faire une célioscopie pour refouler la vessie qui colle, comme par hasard, parce qu'elle a une césarienne, pour aller mettre des points sur l'isthmocèle, je ne sais pas si c'est une technique qui véritablement va solidifier le segment inférieur dans le cadre d'une grossesse ultérieure et d'un travail surtout. Je ne sais pas. Je ne crois pas, mais je ne sais pas. Donc, la cloison utérine. C'est donc l'anomalie utérine congénitale la plus fréquente, bien entendu. La cloison, c'est quelque chose de relativement facile à diagnostiquer, mais pour le diagnostic, vous avez d'abord besoin d'un bon échographiste. Ce n'est pas l'hystéroscopiste qui va vous faire le diagnostic. L'hystéroscopie va dire c'est très bien, j'ai une cavité à droite, j'ai une cavité à gauche, j'ai un éperon médian. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir s'il y a un éperon médian. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a une incésure séreuse. Et ça, c'est l'échographiste qui va vous le dire. Donc, le plus important, c'est de savoir si vous avez un utérus cloisonné ou un utérus. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Le bicorne, bien entendu, on ne l'opère pas. Donc, l'hystéroscopie diagnostique, je dirais même presque, on pourrait quasiment s'en passer dans le cadre d'un bilan préopératoire chez une femme chez qui l'écho 3D vous a posé le diagnostic. Vous mettez votre caméra, vous passez à droite ou à gauche plus ou moins facilement, mais ça ne vous apporte pas un élément de diagnostic. Voilà, aujourd'hui, tout le monde fait, on fait. Mais en fait, l'examen le plus important, c'est l'écho 3D, l'écho très bien fait. L'IRM est inutile. Le radiologue qui vous dit je veux une IRM, mais non, le mec fait une échographie 3D de qualité, ça me suffira. Donc l'objectif, c'est de récupérer une cavité utérine normale. Est-ce qu'il faut la faire d'emblée? Alors il y a 20 ans, on attendait qu'il y ait une fausse couche avant de les opérer. Maintenant, on a tendance à le faire systématique. Mais moi, je pense qu'il faut passer le contrat avec la patiente en disant, il y a plein de patientes qui ont des grossesses évolutives avec une petite cloison utérine. Donc, est-ce que vous voulez qu'on la fasse maintenant? Est-ce que vous voulez qu'on attende une fausse couche? On doit pouvoir dire les choses. Alors, c'est certain que plus elles vieillissent, plus on a tendance à optimiser la cavité utérine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un temps, on attendait qu'il y ait une fausse couche. On n'avait pas forcément raison, mais on n'a pas forcément raison à dire qu'il faut les opérer systématiquement aujourd'hui. En tout cas, ça se discute. Voilà, le traitement il est extrêmement facile. On parlait des perforations tout à l'heure, mais le traitement que vous l'opériez avec les micro-ciseaux ou en pointe bipolaire,
vous avez les ostiums en ligne de mire. Donc vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez, et quand vous arrivez au plan des ostiums, vous arrêtez. Risque de perforation, nul. Simplement, le risque chirurgical, c'est que souvent vous avez une pression intracavitaire un petit peu importante. Pourquoi? Parce que vous utilisez l'histomate, parce que c'est recommandé partout, donc vous mettez de la pression. Vous coupez, puis après, dès que c'est fait, ça commence à saigner un peu, vous en allez. Et comme vous avez mis de la pression, vous avez écrasé le fond utérin. Et puis comme par hasard, la pression réduit, vous faites un contrôle, et puis il vous reste encore 5, 6, 7, 8, parfois 10 mm après. Donc pensez, lorsque vous opérez, à fermer votre robinet et voir si vous avez encore du tissu de cloison qui revient ou pas. Ça vous évitera de les opérer en 2 temps. Mais encore une fois, un deuxième temps opératoire sur une cloison utérine, c'est rien de scandaleux, c'est tout, c'est pas grave. Voilà, je continue, non ça, pardon, cloison utérine, et on arrive au fond arqué. Un truc que vous entendez maintenant un peu partout, est-ce qu'il y a un fond arqué ou pas? Alors, qu'est-ce que c'est que le fond arqué? Le fond arqué, eh ben, c'est un fond qui n'est pas rectiligne d'un ostium à l'autre. Donc s'il n'est pas rectiligne, en fait, c'est qu'il est bombé. Et s'il est bombé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une petite cloison utérine? Toute petite? C'est possible. Simplement, par expérience, vous aurez remarqué qu'on a plus souvent des fonds arqués lorsqu'il y a de l'adénomiose et qu'on a plus souvent des fonds arqués chez les utérus rétroversés. Et pourquoi l'utérus rétroversé souvent? C'est parce qu'il y a l'endométriose. Et voilà, vous avez fait le tour et on revient à un grand basique, je trouve, avec un petit peu d'expérience, c'est la prise en charge globale d'une cavité utérine. C'est que on a parlé d'endométrite et endométriose. On a parlé de synéchie, c'est autre chose. Mais quand on parle de fond arqué, en général, chez les patients qui sont en échec d'implantation, eh ben, dites-vous que le fond arqué, très souvent, il y a de l'adénomiose et que assez souvent, la morphologie utérine rétroversée va favoriser cette adénomiose et que l'endométriose postérieure et l'adénomiose qui voit souvent ces utérus qui bombent un peu par devant et des trompes qui sont attirées en arrière en célioscopie, et bien en fait, si vous avez une dysmorphologie utérine en célioscopie, dites-vous que cette dysmorphologie, vous l'avez aussi en hystéroscopie. Et ça vous donne assez classiquement ces utérus qui ont un fond arqué. Voilà. Donc le fond arqué, c'est moins de 10 mm. Donc ayez vraiment en tête que peut-être que c'est une petite cloison, mais peut-être aussi qu'en fait, il faut repenser la prise en charge. Est-ce qu'elle a l'adénomiose? Est-ce que c'est l'adénomiose floride? Est-ce qu'elle a été mise sous des cas un certain temps, le temps de traiter? Est-ce qu'elle est en échec d'implantation? Est-ce que l'endométriose a été traitée? Bref, chez ces patientes en échec d'implantation, il faut vraiment faire le tour de la sphère intra- et extra-utérine. Voilà. Donc, le traitement encore une fois, de cette cloison utérine, et vous avez de cette fond arqué, et vous l'avez, pardon, non, je suis dans le mauvais sens là. Tac. Et vous l'avez là, voilà un fond arqué. Donc, faire la part des choses entre le fond arqué, comme par hasard avec un petit peu d'adénomiose, la cloison utérine et l'utérus bicorne que vous avez là. Donc, là aussi, appréciez la cavité utérine, mais appréciez ce qu'il y a autour pour en poser le diagnostic. Et tout ceci, encore une fois, on ne parle là, en fait, tout ceci ne concerne que chez les femmes qui sont en échec d'implantation. Le fond arqué, la cloison, lorsqu'il n'y a pas de grossesse prévue, que lorsque la grossesse se passe très bien, on s'en moque royalement. Là, on est vraiment sur la niche de l'échec d'implantation. Et donc, et le traitement du fond arqué, c'est le même que le traitement de la cloison utérine. L'adénomiose. Alors, vous avez probablement eu déjà un topo sur l'adénomiose où ça a été fait, peut-être plus tard. Alors, on va être assez rapide. Aujourd'hui, il n'y a plus un compte-rendu de radiologie sans parler d'adénomiose.
Donc elles arrivent toutes en pétochant en disant « Docteur, c'est grave, j'ai de l'adénomiose ». Mais non, c'est pas grave, puisque 80% des utérus des femmes de 40 ans ont de l'adénomiose. Donc ce qui compte, c'est est-ce que cette adénomiose, elle est symptomatique ou pas? Est-ce qu'elle a une conséquence sur la fécondité, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ou pas? 3 types d'adénomiose, l'adénomiose diffuse, l'adénomiose nodulaire et l'adénomiose cryptique. Voilà. Donc là, vous avez finalement des adénomioses, celle-ci cryptique ici, et là, vous avez les fameuses adénomioses qu'on voit sur les clichés d'hystérographie. La symptomatologie, il est un peu tard, elle est écrite partout, on va passer. Voilà, voici quelques images. Et là aussi, pour vous dire que l'implantation, en fait, c'est passionnant, c'est pas que l'endomètre, c'est aussi le myomètre et ce qui se passe à l'extérieur. Voici des images que vous avez là. Voilà une crypte d'adénomiose fondique. Voilà de l'adénomiose ici, et vous avez là un utérus qu'on retrouve un utérus en T. Hein, et vous avez là de nouveau une crypte ici, avec un petit orifice qui est là. Vous avez la même ici. Et là, vous avez de l'adénomiose vue en hystéroscopie. Et là, vous avez un utérus un petit peu en T, avec cette adénomiose latérale. Donc l'utérus en T, on a perdu le distilbène. Hein, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Mais aujourd'hui, l'utérus en T, quand vous avez ça en hystérographie, vous ne pensez qu'à une seule chose, c'est l'adénomiose. Vraiment. Hein. Mais c'est systématique. Donc l'adénomiose, voilà encore des images, une adénomiose cryptique ici, de l'adénomiose là. Vous voyez ces hystérographies chez les femmes qui n'ont jamais été opérées, vous avez des fonds, il est tenté là, vous avez un fond utérin irrégulier, c'est de l'adénomiose, nodulaire ou cryptique. Les gros nodules d'adénomiose sont avant tout très souvent des adénomioses postérieures, du mur postérieur. Et là encore, regardez, vous avez une crypte ici, vous avez une autre là. Et quand vous parlez d'échec d'implantation, ben vous vous dites que ça, c'est relié à la cavité et ça saignote. Ben, les patients en échec d'implantation, il fallait traiter ces cryptes d'adénomiose. C'est de la micro-hystéroscopie opératoire, c'est assez amusant à faire, mais c'est extrêmement efficace. Alors, voilà. Et l'adénomiose, eh ben, ça peut aussi être ça. Hein. Ces gros nodules, ça c'est pas un fibrome, ces gros nodules d'adénomiose, ces adénomyomes, ils sont, c'est de l'adénomiose. En hystéroscopie, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une déformation de la cavité utérine. C'est effectivement très compliqué à gérer, parce qu'à opérer, qu'est-ce qu'on laisse comme muscle? Difficile. Est-ce qu'on fragilise l'utérus pour une grossesse? Considérablement. Est-ce qu'on permet l'implantation? C'est pas simple. Donc voilà, là, il faut associer certainement les patientes à mettre en ménopause pendant 2, 3, 4 mois. Après, discuter une chirurgie, mais pas entre toutes les mains. Et c'est loin d'être facile. En tout cas, ça se discute de façon collégiale. Et vous avez là encore des nodules d'adénomiose très typiques sur les REM. Voilà de l'adénomiose diffuse. Je continue avec des images. Voilà, celle-ci, je l'aime bien parce que c'est une patiente que j'ai opérée. Voilà ce que le FIViste m'appelle en me disant « Viens voir, j'ai trouvé ça ». Et je lui fais une hystérodiag et voilà ce que je trouve. Dans le fond utérin, vous avez quelque chose. Et de temps en temps, ça vous arrivera en hystéroscopie de dire « Tiens, j'ai vu un ostium, tiens, j'en vois un deuxième, puis tiens, j'en ai vu un troisième ». Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas fou. Je regardais, elle n'a pas eu de synéchie, elle n'a jamais été opérée. Ben, vous réfléchissez un tout petit peu, et en fait, c'est juste que vous avez vu l'orifice d'une crypte d'adénomiose. Voilà. Ben, c'est typiquement ça. Ben voilà là, ici, il y a un petit orifice, et là, vous avez un ostium. Ces petites taches bleutées sont assez classiques. Voilà. Et là, voilà ce qu'on peut voir en hystéroscopie aussi. Et donc, alors il y aura des films, je vous montrerai, si on a un petit peu le temps, je vous montrerai des films où on voit comment on peut gérer ces adénomyomes, ces cryptes d'hystéroscopie qui s'opèrent au micro-ciseau ou à la pointe. L'idée, c'est de mettre à plat cette poche de sang qui est sous-endométriale. Voilà. Et l'endomètre va ensuite, il faut la décloisonner. La rétention trop faux, on va aller assez vite, mais je vous disais tout à l'heure, celui qui fait des aspirations, s'il y en a un qui lève le doigt en disant qu'il n'y a jamais eu de rétention, c'est un menteur. Donc j'espère qu'aujourd'hui personne ne lève le doigt. Vous avez par définition tout sauf une rétention. Et si jamais vous dites que vous n'en avez jamais eu, dites-vous que le petit copain il a vu la vôtre.
Parce qu'en général, quand il y a une rétention, elles se disent « Ah là là, je vais pas retourner voir celui qui m'a opéré, il m'a mal opéré. Donc je vais aller voir le concurrent, le copain, l'ennemi, tout ce que vous voulez. » Donc si vous pensez que vous n'en avez pas, vous vous trompez, c'est les autres qui ont vu les vôtres. Et quand vous avez vu celle des autres, tirez pas sur l'ambulance, parce qu'en fait, il a vu les vôtres. D'accord? Donc les hystéroscopies, les rétentions comme les synéchies, beaucoup d'humilité. Les échographies les voient bien. En hystéroscopie, c'est des images que vous connaissez. La vieille rétention un petit peu jaunie ou la rétention un petit peu plus active. La rétention, en fait, pour moi, c'est compliqué à opérer. La petite rétention, c'est facile. Mais quand on tombe sur des rétentions qui font 2-3 cm, qui sont vascularisées, il y a les calcifiées, mais sur celles en tout cas qui sont actives, on a parfois des hystéroscopies opératoires d'une hémorragie extrême. Extrême. Ça saigne, ça saigne, ça saigne. Vous réséquez, c'est fibreux, c'est parfois du tissu un petit peu noirâtre, et en fait, vous ne savez pas s'il faut vous arrêter ou pas. Donc, ça fait partie des hystéroscopies où de temps en temps, on peut être amené à s'arrêter en disant « ça saigne trop, je vois plus où je suis, j'arrête mon geste opératoire ». Vous mettez du Synto, ça marche très très bien contrairement à ce que racontent les récepteurs. Il paraît qu'il n'y a pas de récepteurs, mais enfin en pratique, vous verrez que le Syntocinon, ça marche très très bien pour écluer les fibromes et pour calmer les hémorragies sur les rétentions trophoblastiques. Mais là aussi, en hystéroscopie opératoire, il y a un truc, quand on n'y voit pas, on arrête. Quand on n'y voit pas, on se dit, je crois que je suis bien, je vais mettre mon anse là, je suis pas sûr. Ben non. On n'y voit pas, on arrête. Il n'y a que les incompétents qui vous critiqueront. Uniquement. Ne pas y voir en hystéroscopie, sur les fibromes, sur les synéchies complexes, sur les rétentions, c'est vraiment possible. Donc surtout, arrêtez-vous, pas de perforation, pas de geste à l'aveugle, et 3 semaines plus tard, vous y retournez, c'est beaucoup plus simple. Voilà. En hystéroscopie opératoire, je vous dirais que la pathologie qui est compliquée à gérer, alors c'est vrai pour les fibromes, mais pour les rétentions, c'est la pathologie isthmique. Et vous savez pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est souvent beaucoup plus vascularisé. Et la deuxième, elle est purement de technique opératoire, c'est que la pathologie qui est isthmique, votre résécteur, il est dans le col. S'il est dans le col, c'est que vous n'avez plus de circuit qui fonctionne, puisque les micropertuis de votre résécteur sont coincés dans le col. Autrement dit, ça saigne et vous n'y voyez pas. Donc sans arrêt, il faut rentrer, que ça se lave, vous vous mettez dans le col, vous sortez votre anse et vous réséquez votre rétention, votre fibrome. Donc la pathologie isthmique, elle est difficile, parce qu'en fait, il n'y a plus de lavage. C'est pour ça que vous n'y voyez pas quand vous faites une hystéroscopie opératoire sur une pathologie cervicale. Au même titre que vous n'y voyez pas quand vous enlevez un polype chez une patiente un petit peu âgée, par exemple, avec un petit utérus. Pourquoi vous n'y voyez pas? Vous mettez, j'y vois pas, qu'est-ce qui se passe? Vous montez les pressions de votre cystéromate, vous n'y voyez pas, vous n'y voyez pas. Mais en fait, c'est très simple si vous n'y voyez pas. Si vous avez une petite cavité, vous avez un polype qui prend tout le volume de la cavité, et votre résécteur, il est à l'intérieur, et les pertuis sont collabés par la cavité et le polype. Il n'y a plus de lavage. Il n'y a plus de lavage parce qu'il n'y a pas la place. Donc c'est pour ça que vous n'y voyez pas dans les petits utérus, dans les pathologies intracavitaires. Donc il ne faut pas hésiter à réséquer un tout petit bout de polype, un tout petit peu, pour générer un tout petit peu de place pour qu'il y ait du lavage. Je dévie. Les métaplasies ostéoïdes, ben voilà, c'est rare, mais vous en avez entendu parler, vous en verrez forcément un jour ou l'autre, sont des calcifications. Alors, en fait, c'est pas très compliqué à opérer, sauf que ça se résèque pas. Puisqu'en fait, le courant, il passe pas. Donc en fait, il faut les attraper avec l'anse, et puis vous pétez vos anses, parce qu'en fait, elles sont fragiles. Donc vous en prenez une, vous en prenez deux, voilà. C'est pas simple. Il ne faut pas hésiter à creuser un tout petit peu, parce que souvent, elles sont un petit peu enchâssées dans le muscle. Voilà, voilà le principe de la rétention, de la métaplasie. Voilà, ce que je vous disais, c'est ici, hein, pour expliquer, c'est qu'effectivement, quand vous ne voyez pas dans la pathologie isthmique les petites cavités utérines, c'est parce qu'il n'y a pas de retour. Voilà, et le reste, ben on va parler un petit peu, quand vous faites de l'hystéroscopie, que vous êtes très doué, vous n'avez jamais de perforation. Bravo, vous êtes formidable. Le premier point, quand vous dilatez une cavité utérine, pour moi, le plus important,
c'est avec la bougie, le ressenti que vous avez. Hein. Dans la formation qu'on peut faire aux plus jeunes, de temps en temps, on dit dilate et puis j'arrive à te montrer le geste. En fait, non. C'est le plus important, c'est de surveiller la dilatation. C'est le plus important. Le geste opératoire, une fois qu'on est dedans, tout le monde peut regarder, on peut faire ça de son bureau, c'est facile. En revanche, dilater un col, en fait, entre deux doigts, la bougie, prenez pas la bougie numéro 2 et éventuellement pas la numéro 3. Parce que la 2, la 3, vous la mettez où vous voulez et vous créez votre faux trajet. Donc il faut vraiment commencer avec la bougie numéro 4 et quand il y a un petit ressaut de l'orifice interne, vous allez dans la cavité, mais si jamais il n'y a pas de ressaut et que quand vous poussez votre bougie, vous ressentez entre deux doigts un petit frottement, mais on sent vraiment la bougie en métal, comme les pas dans la neige, ça crisse un tout petit peu, c'est pas clair. Dites-vous que là, vous commencez un faux trajet. Donc à ce moment-là, vous sortez, vous mettez votre hystérodiag et vous regardez. Et 9 fois sur 10, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez là-dessus. Vous tombez là-dessus, vous avez un utérus qui est très rétroversé, ou très anté, mais en général très rétroversé, et votre trajet, il est antérieur. Donc, très important en hystéroscopie opératoire, pour ne pas perdre du temps, de perforation, etc. Vraiment, la perception de la bougie, vous devez, ça passe l'orifice interne, vous sentez que c'est libre après. Mais si jamais vous forcez un peu, il n'y a pas ce petit ressaut, ça crisse un peu dans les doigts, une perception, mettez pas 2 paires de gants, mettez juste une, et vous allez voir que vous allez ressentir la bougie qui passe dans le muscle utérin. À ce moment-là, corrigez, parce que corriger un geste opératoire, là c'est facile. Hein. Là c'est facile, là aussi, là c'est facile, là on s'en sort, et voilà les images. Et ben, vous avez quoi? Vous avez une dilacération du muscle utérin, vous avez un faux trajet, vous pouvez encore récupérer, retrouver la cave utérine pour faire votre geste opératoire. Parce que si vous ne faites pas ça, eh ben c'est ça qui se passe. Là, vous avez perforé. Alors, vous ne savez pas encore trop où vous êtes, mais vous êtes sous la séreuse. Et puis là, vous dites, waouh, une anse intestinale, trop jolie. Hein, c'est ça, voilà. Bon, encore une fois, celui à qui ça n'arrive jamais, encore une fois, c'est un menteur. Si ça vous arrive, mais c'est pas grave, pas de panique, il ne s'est rien passé de grave. L'utérus est une éponge. Donc, faites pas de célio, ça sert à rien. Vous la surveillez, vous l'informez. Encore une fois, une patiente, ça s'informe, c'est pas une erreur. Ça peut arriver. Donc, une perforation, vous avez la perforation, vous avez vu que vous n'avez pas fait votre geste opératoire, vous ressortez et vous dites la vérité. Il ne se passera rien. La patiente, elle va comprendre parce que vous lui aurez expliqué. En plus, il y a des facteurs de risque en général assez évidents, nulligesse, petit col, utérus très rétroversé, voire antécédent de césarienne. On trouve des bonnes explications. Et puis, vous expliquez les choses. Et c'est très important qu'elle le comprenne pour elle et le collègue derrière. Parce que le collègue qui va la réopérer, souvent, ce ne sera pas vous. Parce qu'en général, elle s'est dit, il n'est pas arrivé, ça va être un autre. Donc, en fait, les patientes, elles se baladent de vous à vous. Donc vous pensez à elle et vous pensez aux collègues, parce qu'en passant aux collègues, vous pensez à vous aussi. Parce qu'en fait, c'est ça la bonne prise en charge. Donc quand vous avez ça, pas de panique, vous arrêtez. Alors quand on a un petit peu d'expérience et qu'on a une petite pathologie, on peut se retirer, retrouver, on peut bricoler un peu, mais ça c'est le niveau de... Il faut l'assumer. Sinon, vous arrêtez, vous mettez des antibiotiques, vous la gardez en observation une demi-journée, et puis, besoin, vous mettez un petit peu de Synto, ça marche, ne me demandez pas, mais ça marche. Vous lui expliquez, antalgique, un flash d'antibiotiques. Et puis, on la revoit en consultation une semaine plus tard, on réexplique ce qui s'est passé, et on repense à la stratégie ultérieure. Parce que la stratégie ultérieure, c'est comment je vais pouvoir, la prochaine fois, accéder à sa cavité utérine sans, paf, retomber là-dedans. Et donc, quand vous avez fait une perforation, le plus grand service que vous pouvez faire à la patiente, et à vous ou à votre collègue, c'est en ressortant dire la perforation, elle est antérieure, postérieure, latérale. Dites où vous avez perforé pour que le prochain se dise il a perforé en arrière, il faut vraiment que je fasse l'effort d'aller en avant et bien plus en avant que ce que j'aurais imaginé faire. Donc vous avez une complication, très bien. Profitez-en pour aider le suivant. Parce qu'encore une fois, le suivant, ce ne sera pas vous. Donc aidez la patiente, au moins donnez-lui l'information.
Donc la reconnaître, la bougie file. Oui, là c'est très facile. Hein. La perforation, vous poussez un peu, vous n'êtes pas bien, paf, vous poussez, et puis là votre bougie, elle fait le tralala dans le ventre. C'est vraiment ça, vous la sentez très très libre, vous poussez, ah je vais où, il y a une grande cavité. Non, non, c'est juste une perforation. Voilà, donc la repérer, c'est vraiment très 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 important. Et expliquer les choses. En revanche, perforation pendant l'intervention, donc les situations à risque, c'est bien entendu la synéchie complexe, on en a parlé. À partir du moment où on voit un orifice tubaire, normalement il n'y a pas de perfo, on a son repère. Les myomectomies très volumineuses, normalement là aussi, si vous mettez votre hanche sous contrôle de la vue, que vous la ramenez vers vous, il n'y a pas de raison d'avoir une perforation. Les cloisons utérines, si vous êtes arrêté au plan des ostiums, vous ne perforez pas. En revanche, la pathologie cornuale, c'est beaucoup plus complexe. Le fibrome cornual périostial d'1,5 cm de type 1, eh ben, lui, il faut l'enlever, mais lui, il y a un risque de perforation péropératoire. Parce que mettre votre anse derrière, c'est compliqué. L'exemple que je prends souvent pour expliquer aux patientes, dans ces situations-là, je leur dis, quand vous épluchez des patates avec un économe, et qu'il y a un petit garçon, un petit enfant qui est devant vous, vous ne faites pas comme ça pour éplucher des patates. Pourquoi? Parce que vous allez les borgner. Donc votre économe, vous le faites vers vous. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas risquer. C'est l'explication que je donne aux patients pour leur expliquer pourquoi. Dans les pathologies cornuales fondiques, il y a un geste qu'on ne peut pas faire, c'est mettre notre instrument au-delà pour le ramener vers vous. Et quand vous leur expliquez ça, elles comprennent très très bien. Parce que la femme et la patate et les carottes, c'est pas ça que je disais. Mais c'est très pragmatique. Et donc à ce moment-là, on a un geste transversal à faire pour réséquer le fibrome, réséquer la base d'un polype préostial, et ça c'est difficile. Donc là, oui, il y a un vrai risque de perforation, parce que l'épaisseur du muscle au niveau de la corne, il est très fin, vous le savez. Voilà. Et puis le saignement opératoire important, et ben là aussi, si ça saigne, faut s'arrêter. Hein. Vous mettez du Synto, ça finit par se tasser, mais arrêtez d'opérer. Donc autrement dit, on peut perforer, mais globalement, il ne faut pas perforer en opérant. Il faut éviter. Derrière, il y a les anses. Voilà. Voilà. Un geste chirurgical incomplet est toujours préférable à un risque de complications digestives. Donc il y a un principe simple en chirurgie, hein, mais c'est global. J'y vois rien, j'arrête. Ça, c'est particulièrement vrai en hystéroscopie. En cellulose, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en hystéroscopie, j'y vois pas, j'arrête. Vous connaissez le volume d'une cavité utérine en cc? En moyenne, chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant, c'est 4 cc, 4 millilitres. En hystéroscopie, avec 4 millilitres, vous gonflez une cavité utérine. Donc c'est tout petit, hein, une cavité utérine. Tout petit. Les complications, on en a parlé. Ben voilà, fin du diaporama. J'ai quelques films, sauf si c'est tard, je ne sais pas. Alors si vous avez des films, même si c'est tard, sur le site hystéroscopie.org, vous avez quelques films pas mal sur cloison, et ce qui vous a intéressé, cloison, synéchie et adénomiose. Voilà, c'est les mêmes, donc il est tard, peut-être que... On va poser les questions, mais on leur donnera les films éventuellement. Très bien, ouais. Si tu es d'accord, on peut leur partager les vidéos. Bien sûr, très bien, ouais. Okay. On vous mettra les. Alors, je ne sais pas si toutes sont bien montées, parce que j'étais un peu vite, mais en fait elles sont sur le site. C'est les mêmes. C'est encore ce qu'il y a plus simple. Je trouve ça mieux parce qu'il y en a qui ne sont pas toutes bien montées, je pense. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on pose des questions? Vous êtes pressés? Je vois que tout le monde se rhabille. Quelques petites questions pour les gens à distance. Ok. Est-ce qu'après une ismocèle, il y a plus de risque de placenta accreta, Philippe? Alors je dirais qu'il y a les situations pour lesquelles, pour moi, il y a plus de risques de placenta accreta. C'est les patientes chez qui on a fait des hystéroplasties, d'abord, et certainement celles qui ont des synéchies complexes. En revanche, sur les myomectomies simples et les cures d'ismocèle, pas à ma connaissance.
Quelle est l'indication de Célio en cas de perforation? Je pense qu'il n'y a pas d'indication de Célio à partir du moment où la perforation n'a pas été électrique. Voilà. Ok. La technique de chirurgie pour les synéchies ismiques cervicales. Si je suis très pragmatique, la synéchie ismique cervicale, elle est levée par la bougie 9 fois sur 10. Hein. À un moment donné, on dit que de synéchie, mais enfin pratique, vous dilatez, vous êtes dans la cavité utérine, vous n'avez pas perforé, vous faites votre hystérodiagnostic, la cavité est normale, il y a un rétrécissement cervico-ismique, vous dilatez jusqu'à la bougie 8, et globalement, vous avez traité votre synéchie. Je crois que vous leviez la main. Est-ce que... Ouais, non, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Mais globalement, on a fait le tour un peu. Non. Bon. Et alors, juste pour mémoire, vous aurez tous les cours sur Moodle. Hein. N'hésitez pas à y accéder si vous avez besoin. Et je crois que je vous ai déjà envoyé les liens pour évaluer les orateurs du jour. Bon. Rendez-vous Merci, demain matin. rendez-vous à 8h.